Salut. Bonjour, bienvenue sur l'IA c'est pas sorcier avec Little Big Code. Je m'appelle Théo, je suis data scientist. Je m'appelle Benjamin, je suis également data scientist. Et aujourd'hui, on va vous parler génération d'images. Je vais vous parler de DALL-E 2, l'IA de Google, dont vous avez sûrement dû voir les images un peu loufoques sur Internet, comme par exemple cette ours en peluche qui fait du skateboard sur Times Square ou ce dauphin astronaute qui arrive aux alentours de Saturne. Mais DALL-E, qu'est-ce que c'est? D'abord, le but de DALL-E, c'est de partir de la description d'une image sous forme de texte et de générer une nouvelle image qui n'existait pas jusque-là, qui va correspondre à cette description. Pour faire ça, il va falloir utiliser un algorithme de génération d'images. Pour ça, on a plusieurs choix. Le plus connu, c'est probablement les GAN. Mais ce qui est utilisé par Google, c'est ce qu'on appelle les modèles de diffusion, qui sont une classe assez récente et prometteuse de modèles de génération d'images. La diffusion, ça ne va pas directement générer une image, mais ça va apprendre à débruiter petit à petit des images bruitées. Je vous expliquerai dans un second temps comment, à partir de ce débruitage, on peut faire de la génération d'images. Mais tout d'abord, comment on va entraîner ce modèle de débruitage. Pour l'entraîner, on va partir d'un dataset dans lequel on a des images et leur description. Et on va commencer par générer des suites d'images de plus en plus bruitées. On va faire ça d'une manière assez précise. On fait pas le bruitage au hasard, mais retenez que, au bout du compte, on obtient une suite d'images de plus en plus bruitées avec à chaque fois la description de l'image de départ qui est associée. Et ce qu'on va demander au réseau, c'est de faire le chemin inverse, donc partir de l'image la plus bruitée et petit à petit de revenir à l'image de départ. Et pour faire ça, le débruitage va être guidé par la description de l'image parce que c'est ce qui va permettre au réseau d'avoir l'information sur la direction dans laquelle il doit évoluer. On va le faire par étapes. Et une fois qu'on va avoir cette capacité de débruitage, on va pouvoir partir de n'importe quel bruit qu'on a généré complètement aléatoirement et en passant plusieurs fois à l'intérieur du réseau, on va générer une image complètement nouvelle qui va correspondre à cette description qui a guidé le débruitage. Maintenant, je suis passé un petit peu vite sur la partie fournir l'information du texte au réseau, puisque vous savez très bien qu'on ne peut pas donner un texte brut réseau. Il va falloir ajouter une composante de plus à notre structure qui va nous permettre de processer le texte pour le passer dans un format qui va être interprétable par notre modèle. Ce format, on appelle ça un embedding, et le modèle qui va nous permettre d'embedder notre texte, il a été fait par Google, il s'appelle Clip, et il a été fait de manière justement faciliter cette génération d'images. Donc pour l'entraîner, Clip, on est parti à nouveau d'un dataset avec des images et leurs légendes, et on a fait deux choses. Dans Clip, il y a un encodeur d'images et un encodeur de texte. Et ce qu'on va demander à Clip, c'est que quand une image est associée à sa description, les deux embeddings soient le plus similaires possible. Et à l'inverse, quand on a une image et une description qui ne correspondent pas, on va demander à Clip que les deux embeddings soient les plus différents possibles. Et ça va nous permettre d'apporter vraiment cette information visuelle à l'embedding de texte qui va énormément faciliter la génération d'images et permettre d'atteindre les performances qu'on a sur DALL-E. Enfin, la dernière composante de DALL-E, on la comprend en regardant la structure du réseau de diffusion. Si on regarde ce qu'il faut faire pour générer une image 1024p, il faut passer plusieurs dizaines de fois par ce UNet qui est très lourd. Et donc ça va poser un vrai problème de performance puisqu'on va prendre plus d'une minute pour générer une image, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, pour pallier à ce problème de performance, ce qu'a fait Google sur DALL-E, c'est qu'ils ont choisi de faire la génération d'images à un niveau beaucoup plus compressé. Donc, l'image, on la génère d'abord en 64p, ce qui permet de complètement couper l'étape de downsampling 1024p à 64p. Et par contre, comme on veut quand même sortir une image en 1024p, il faut augmenter la qualité de l'image depuis l'image compressée. Ce qu'on fait également par la diffusion, mais c'est une diffusion qui va aller beaucoup plus vite parce qu'elle est plus simple. On a une relation beaucoup plus directe entre l'image en entrée et l'image en sortie, puisque l'entrée, c'est juste une version un petit peu floutée de la sortie par rapport à avant, où on avait vraiment un bruit complètement aléatoire qui était très éloigné de la sortie. Et donc avec ça, on arrive à des performances beaucoup plus rapides et générer une image en quelque chose de l'ordre de la seconde, ce qui est ce qu'on a aujourd'hui quand on teste DALL-E en tant qu'utilisateur. Voilà. C'est tout pour DALL-E. Je vous laisse un petit schéma qui vous résume la structure globale du modèle et comment s'articulent les différentes composantes dont on a parlé aujourd'hui. Merci Benjamin pour cette explication qui, à n'en pas douter, va permettre à nombre de nos auditeurs de mieux comprendre comment fonctionne ce type de modèle et encore plus s'amuser lorsqu'ils vont générer leurs petites images. Et justement, ce que je te propose, c'est que
on va passer à une deuxième partie de l'émission où moi je vais vous présenter un notebook sur Colab, donc le lien sera disponible en description, sur lequel je me suis amusé avec un modèle de générateur d'images et je vais vous expliquer cette fois-ci très concrètement comment chacun de ces blocs qui sont présentés sur cette image fonctionne et comment est-ce qu'on peut, des petits twists, des petits fun facts, s'amuser un peu plus avec. Voilà, alors jumpons directement dedans. J'ai appelé cette petite chronique Stable Diffusion pour les nuls. Donc Stable Diffusion, c'est un autre célèbre modèle de génération d'images à partir de texte, un concurrent de DALL-E, dont le fonctionnement a été présenté par Benjamin, développé par Stability AI, et qui a l'incroyable avantage d'avoir le modèle open source. C'est-à-dire que le code et les poids du modèle sont disponibles et qu'on peut les télécharger. Tout un chacun peut télécharger le modèle et le lancer sur sa machine. Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de décortiquer son fonctionnement bloc par bloc. Et tous les visuels que j'ai utilisés ont été générés à partir du notebook Colab disponible en description. Donc pour fonctionner, le modèle, il a 4 blocs majeurs, donc qui ont été évoqués par Benjamin. Donc je vous réfère à sa vidéo. Un texte encodeur pour permettre au modèle d'interpréter le texte, un scheduler ou un planificateur qui lui va être responsable d'orchestrer la boucle de diffusion, un modèle de diffusion. Ici, on utilise le modèle UNet qui va être en charge de débruiter les images. Et enfin, un auto-encodeur utilisé en mode décodeur qui va nous permettre de transformer l'output du modèle, qui n'est pas exactement une image ou qui est une image en tout cas très compressée, vers une image décompressée. Stable Diffusion propose une image en 512 par 512. Alors c'est parti pour l'auto-encodeur. Donc c'est l'outil qui va permettre de passer d'une image à une autre, à une version encodée, compressée, qu'on va appeler latent en anglais. Il permet de décoder ces latent. Il permet aussi de décoder ces latent vers des images. Et en fait, l'objectif de la compression, comme l'avait dit Benjamin, ça va être de diminuer drastiquement le coût en calcul des opérations réalisées par le modèle. Un petit fun fact à propos de l'auto-encodeur ou du variational auto-encodeur que nous on utilise, c'est que la compression, elle peut être plus ou moins importante, mais la décompression, elle, ne pourra jamais être parfaite. Sinon, on aurait développé un algorithme de compression, ce qui est théoriquement impossible. Voilà. Donc, si on compresse une image puis qu'on la décompresse, si on l'encode puis qu'on la décode avec un auto-encodeur, on va obtenir une image qui va être pas exactement l'image de départ et on aura perdu un petit peu d'informations. Donc là, par exemple, j'ai compressé et décompressé une image de lion. Vous allez voir que les différences, elles sont minimes, ce qui signifie que l'auto-encodeur est vraiment très performant. Donc j'ai dû vraiment les spotter. Donc on voit qu'il y a un trait sur le museau qui disparaît et il y a les moustaches aussi qui semblent se perdre un petit peu dans la crinière. On passe au deuxième bloc, le scheduler ou le planificateur. Donc lui, c'est le responsable du tempo de débruitage. C'est lui qui va indiquer au modèle de diffusion à quel stade de débruitage on se trouve. Ça va influencer la quantité de bruit que le modèle est censé prédire à chaque étape. Et c'est lui aussi qui est responsable de rajouter du bruit entre l'output, entre la prédiction du modèle et avant de le faire re-rentrer à nouveau dans le modèle. Donc en fait, justement, lui, c'est pour ça que je disais responsable du tempo, c'est que ça va permettre d'éviter que le modèle converge trop vite vers une image non satisfaisante, un petit peu à la manière de la régularisation dans l'apprentissage de modèles de machine learning qui vient pénaliser le modèle pour l'empêcher de tomber de converger vers un minimum local, mais plutôt de converger avec assurance vers un minimum global. Petit fun fact à propos du scheduler, donc dès lors qu'on a compris que en fait le planificateur va être en charge de timer la quantité de bruit que le modèle va devoir prédire, en fait on va pouvoir le duper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un prompt au modèle, on va le laisser travailler, et ensuite à partir d'un certain instant, on va substituer l'image débruitée l'image qu'il est en train de débruiter. On va lui substituer une image que nous, on a volontairement bruitée au niveau adéquat de bruit. Donc, par exemple, là, on va prendre une image de lion et on va lui demander de générer une fleur jaune, une photo d'une fleur jaune. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le modèle va travailler à partir de cette image débruitée. Et du coup, on va retrouver le résultat, ce sera un mix entre l'image qu'on a fournie et le prompt qu'on a fourni. On va retrouver les mêmes couleurs, on va retrouver des structures aussi de l'image de départ. Donc par exemple là, donc on a du jaune. Bon, j'avais demandé une fleur jaune, donc c'est un petit peu normal. Le rond central rappelle un petit peu la tête du lion. Et puis on peut distinguer aussi un petit peu des poils, comme les poils de la crinière du lion, qui rappellent les poils de la crinière du lion. C'est comme ça que fonctionne la célèbre pipeline image to image qui repose sur Stable Diffusion, où l'idée ça va être de guider la diffusion en fait en faisant un schéma sur Paint, donc un schéma très grossier qu'on va envoyer dans le modèle et le modèle lui va générer une image de haute qualité par-dessus. Ok, maintenant on passe au texte encodeur. Donc le texte encodeur, c'est ce qui va permettre au modèle d'interpréter le texte tout simplement. En fait, c'est un transformer. Nous, on utilise Clip donc pour tokeniser le texte, puis l'embedder. Tokeniser, c'est la première façon de transformer du texte en chiffres. Et puis ensuite, l'embedding, c'est vraiment de transformer ces tokens, donc ces chiffres-là, vers tenseur de dimension nombre de tokens fois 768, donc d'une dimension interprétable par le modèle.
Clip est entraîné pour capturer vraiment le sens sémantique d'une phrase le plus précisément possible et pour pouvoir l'envoyer dans le modèle. Donc c'est un modèle assez magique. On va pas trop s'attarder là-dessus. Alors, petit fun fact. L'ensemble des tenseurs issus de Clip se comportent en fait comme un espace vectoriel. Ce qui veut dire que la moyenne de 2 embeddings de texte est elle aussi un nouvel embedding de texte qu'on va être susceptible de transformer en image. Ça paraît trivial, mais ça ne l'est pas toujours. Et du coup, par exemple, on peut s'amuser ça permet de générer de drôles d'interactions comme ici, où on va rentrer par exemple un lion, un oiseau, et en fait la somme de ces 2 embeddings va nous donner une image un peu intéressante où il va essayer de faire un lion et un oiseau en même temps. Voilà, je voulais un peu le préciser. Magnifique. Merci. Et le meilleur pour la fin, le modèle de diffusion, donc UNet. Alors là, je vais pas vous donner de fun fact, juste une vidéo qui montre un petit peu comment est-ce qu'il débruite l'image étape par étape avec le prompt The Face of a Lion Photography. À gauche, on voit l'image bruitée, donc soit par le scheduler, soit au tout début qui est initialisé avec que du bruit, en entrée du modèle UNet. Et à droite, on voit l'image en sortie débruitée du modèle UNet à chaque étape. Je vais lancer la vidéo. Voilà. Et on voit que l'image, elle se débruite. Donc, il y a un fait intéressant, je vais la relancer un peu de temps en temps, mais on peut voir notamment que le modèle à droite converge très rapidement. Donc, très rapidement, on a les traits généraux de l'image, et puis ensuite, les détails viennent s'ajouter. Tandis qu'à gauche, donc, au niveau du bruit, enfin, au niveau de l'image bruitée, on voit qu'elle se débruite beaucoup plus lentement. Et donc, ça signifie que le scheduler fait bien son travail. Il rebruite volontairement l'image pour maîtriser, pour contrôler la convergence du modèle et un petit peu à la manière de la régularisation dans les modèles de machine learning, comme je l'ai dit. Et ça permet au modèle de d'abord converger tranquillement vers l'image de la tête du lion, puis enfin d'y rajouter les détails, etc. quand c'est le moment de chercher à rajouter des détails. Voilà, c'est tout pour moi et c'est tout pour le fonctionnement un peu détaillé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le notebook Colab dont le lien sera en description.